Bonjour à tous, donc je suis avec Valentin. On est dans ta serre, tout simplement parce qu'il neige dehors. Donc c'est le meilleur endroit pour faire l'interview. Et c'est là qu'on voit l'intérêt de la serre. Là on est en t-shirt Ouais. et dehors il fait moins quelques degrés. Ouais. Non, on a eu quelques. Normalement, ça doit se terminer bientôt, mais là, on a une petite session de -3, -4. C'est pas énorme, mais c'est vrai que juste maintenant, ça pose quelques soucis. Il y a les fleurs des cerisiers qui viennent de sortir, les plantons selon lesquels -4, ça leur plaît pas trop. Donc, ouais, rapatriement dans la serre. Ouais. Je suis dégoûté, chez moi j'étais en train de monter un muret en pierre et il y a 20 cm de neige. Donc je vais devoir attendre quelques jours avant de m'y remettre. Alors bah écoute Valentin, ce que je te propose, c'est tout simplement de commencer par te présenter. Moi, je m'appelle Valentin Gautreau. Ça fait 6 ans que je suis en train de jardiner sur ce terrain. Je suis pas né ici. Mes parents, ils ont acheté la ferme il y a une petite vingtaine d'années maintenant. Ils sont pas du milieu agricole. Et puis, c'était plus une ferme agricole depuis un bon moment. Ça a dû l'être par le passé. Il restait, quand on est arrivé, du coup, il y avait une parcelle de 3000 m² sur laquelle est implantée la maison avec une ou deux petites dépendances et un verger qui était déjà implanté. On avait qu'une partie, avec mes frères, on avait qu'une partie de notre enfance ici. Et puis, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait du service civil. Et puis, en faisant du service civil, j'ai eu la possibilité d'aller travailler dans un alpage. Et ça, ça m'a vraiment bien, ouais, bien convenu. Je sortais des études, j'avais fait le gymnase. J'avais pas envie de prolonger les études tout de suite. Je me disais, je fais une pause, puis au moins, je boucle ce service civil, comme ça sera fait. Puis en fait, ça m'a donné des super opportunités. J'ai pu faire du paysagisme, j'ai pu bosser à l'alpage. Et puis, l'envie que j'avais, c'était d'être à l'extérieur. Et l'alpage particulièrement, c'était d'avoir un peu un contact avec les animaux. Parce que je ne viens pas du milieu agricole. On est dans un village qui est très rural. On est entouré par les vaches, les trucs. Mais j'avais aucune expérience là-dedans. Et c'est vrai que ça m'a vraiment beaucoup plu, le côté de s'accorder avec les rythmes, s'accorder au rythme des animaux, au rythme des saisons, au rythme de la météo. Et puis ouais, moi, ça m'a permis de me caler un peu, de retrouver de la stabilité. Et c'est là où j'ai commencé à accrocher sur les animaux, puis très vite aussi les cultures. Pas dans l'alpage où j'étais, mais juste un peu plus loin. Il y avait un gars qui vivait avec sa famille, puis qui avait une vingtaine de moutons, 3 vaches, des petits animaux. Et puis lui, il tournait là-dessus. Il faisait un petit peu de viande, il faisait un petit peu de lait, et puis il essayait justement de tendre vers l'autonomie. Alors bien sûr, tendre, hein, on a toujours ce débat sur l'autonomie Si totale, on pourra peut-être en parler à la fin. C'est plusieurs fois mais qu'on repousse le sujet. c'est vrai. Mais toujours est-il que j'ai pu bosser un petit peu chez lui, beaucoup discuter aussi des aspects philosophiques. Je ne vais pas dire qu'il faisait que de la perma. Lui, il parlait aussi beaucoup de proto-agriculture. L'idée de vraiment, on fait pousser, on plante et on regarde ce qui se passe. Et vraiment, il n'avait pas cette attente de résultat direct. Il avait beaucoup cette idée de, on se laisse surprendre et puis vraiment, on partage. Il y a des trucs qui poussent pas, c'est pas grave, ça servira à d'autres. Il y a des trucs, ça monte en fleurs alors que je voulais un légume, c'est pas grave, ma foi, ça fera des fleurs, il y aura des insectes. Et cette idée de proto-agriculture, en fait, c'était l'envie de pas faire de la sélection, pas s'ingérer le moins possible finalement, essayer de limiter son action, avoir beaucoup plus de non-agir. Très inspiré de Masanobu Fukuoka. Et puis, un petit peu d'expérience chez lui, et puis après le service civil, du coup je me suis dit j'ai pas du tout envie de continuer sur les études, j'ai vraiment plutôt envie de creuser ces petites pistes que j'ai commencé à découvrir. Et je suis parti faire du woofing. Un truc super. Franchement, le woofing, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Ça permet de voyager, de rencontrer des gens, et puis c'est quand même pas mal axé sur le domaine de l'agriculture. Alors, j'ai été en France, hein, typiquement parce que je parlais français, c'était plus simple pour moi. Et puis, quand on commence à faire du woofing, on paye une inscription. En fait, Tu on peux, paye. tu peux justement expliquer comment ça fonctionne? C'est Ouais. quoi le concept et comment Alors, ça fonctionne concrètement si des déjà, personnes sont woofing, intéressées? c'est un acronyme un peu compliqué. C'est World Wild Opportunity for Organic Farming. Donc des opportunités à grande échelle, enfin à l'échelle mondiale, pour des expériences dans le domaine de l'agriculture biologique. Ensuite, du coup, voilà, ça c'est le terme très large. Je sais que ça se fait dans plein de pays, mais le système, en fait, c'est toujours le même. On paye un montant pour une année qui nous donne accès à tout le catalogue des hôtes qui sont dans un pays. Du coup, moi j'ai payé, je crois que c'était 25 francs pour avoir accès à ce catalogue pour la France. Mais je sais que j'aurais pu faire la même chose pour l'Angleterre, l'Irlande, le Canada ou autre. Mais c'est chaque fois la même chose. On paye une cotisation et puis on a accès à cet énorme catalogue de gens.
Et parmi ces gens, du coup, chacun il se présente, ils ont une petite page, ils mettent 2-3 photos, ils disent un peu ce qu'ils font, leur projet, ce qu'ils recherchent comme personne, etc. Et ça, c'est vraiment chouette parce que du coup, ça permet de cibler un peu vers quoi on veut aller. Si on veut voir des gros élevages de moutons, ou bien si au contraire, on veut voir juste du maraîchage, si on veut aller dans des écolieux, si on veut voir des personnes qui vont vers l'autonomie, etc. On peut sélectionner un peu chez qui on veut aller, où est-ce qu'ils se trouvent, on les contacte, et puis on regarde si on peut agender une période où on va chez eux. Généralement, on part pour une période d'essai, et puis si ça se passe bien, si le feeling est bon, eh ben on peut prolonger. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi en tout cas. Et du coup, moi précisément, j'ai cherché des gens qui faisaient des choses à petite échelle, familiales, à but d'autonomie principalement. Et puis, très vite, on parle de permaculture. Alors, c'est vrai que c'est des gens qui ont différentes approches par rapport à ça, qui soit sont à fond là-dedans, soit ont pioché ce qui leur plaisait, etc. Mais moi, ce que j'ai vraiment cherché, c'était des gens qui tendaient vers l'autonomie et puis qui restaient à petite échelle. Et j'ai vraiment été servi. J'étais chez plein de gens dans différents cas de figure. Maraîcher, écolieux, un endroit dont je me rappellerai toujours, c'est un gars qui a fait du crowdfunding, il a acheté un petit hameau en ruine, et puis il avait le projet de s'installer là avec... C'est un de mes rêves. Mais oui, c'est pour ça que j'en parle. mais c'était un exemple d'un gars chez qui ça fonctionnait, en tout cas pour la période où j'y étais, ça faisait déjà quelques années qu'il faisait ça, il avait lancé un truc qui fonctionnait bien. Et justement là, il y avait toujours entre 10 et 15 personnes qui naviguaient chez lui. Et puis il y avait de la place, c'était à la route, il n'y avait pas d'eau chaude, il n'y avait pas d'électricité, quasiment pas de réseau. Mais il faisait un grand jardin, il avait le but de faire toutes ses réserves pour l'hiver, pour pouvoir passer la saison froide. Et puis il mettait en place tout un tas de stratégies. Et justement, là on a pu l'aider à faire plein de trucs. Il y avait une maison qui retapait, il y avait un endroit où il faisait une serre semi-enterrée. Donc on a vraiment pu toucher à plein de trucs. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis il y a aussi le contact avec les autres. Parce que du coup, on se retrouve avec plein d'autres jeunes ou moins jeunes, des couples, des globetrotters ou autres. Et on partage, on échange. Et puis ça, vraiment, c'est quelque chose de très riche dans le woofing. Il y a des profils extrêmement différents. Et comme tu dis, il y a des globetrotters. Moi, je connais des personnes, des amis, qui ont fait ça en mode voyage pour dépenser le moins d'argent possible. C'est clairement ça. Ça, c'est typiquement un argument. Parce que dans le woofing, en fait, il y a l'idée que ce qui se passe concrètement, c'est qu'on s'engage pour 5 heures de travail par jour chez la personne. Et en échange, on a le gîte et le couvert. Et il devrait y avoir également une transmission de savoir. C'est-à-dire que la personne qui accueille, elle donne la possibilité vraiment d'apprendre en fait chez elle. Soit elle donne directement des astuces, elle transmet son savoir, ou alors elle lance un projet, typiquement cette idée de serre semi-enterrée, elle n'en avait pas fait cette personne. Mais elle avait lu la théorie, elle s'était lancée dans le truc, puis du coup on pouvait partager cette expérience avec lui. Et je me rappelle bien, il avait planté des poteaux de soutènement, il ne les avait pas prévus suffisamment costauds. Puis après avoir passé, je crois, plusieurs jours à un certain nombre à pêler de la terre pour la prendre d'en bas, la remettre en haut dessus du muret, et un matin on débarque sur le chantier et puis il y avait tout un pan du muret de soutènement qui s'était affaissé. Puis on était tous... ouais, on n'était pas très contents. Mais ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pendant le creusier. Ça aurait pu être pire, il y aurait pu avoir plein de cas de figure. Mais en attendant, c'est de l'expérience directe. Moi, je sais que si un jour je dois faire des murets de soutènement qui doivent retenir des mètres cubes de terre, comme c'était le cas, c'est clair que tu prends du plus gros calibre, tu bétonnes le pied, tu adaptes. Et ça, j'ai beaucoup aimé cette possibilité de faire des expériences et de rencontrer des gens, même si c'est des gens qu'on ne verra pas ou autres. Il peut y avoir des gens à qui on se lie d'amitié, ça peut être chouette aussi. Et c'est justement une bonne manière de voyager à coût réduit, parce que si on est motivé à fournir un petit peu d'efforts de sa personne, des efforts tout à fait divers et variés. Mais comme le gars, il avait une formation de pharmacien en fait. Et son but, c'était d'être autonome pour la famille en alimentation, mais financièrement, son business plan, c'était de faire les marchés avec des transformations médicinales. Et il se trouve qu'en France, tu n'as pas le droit de vendre tes produits de médecine naturelle si tu n'as pas le papier. Donc lui, il avait vraiment bien calculé son truc. C'est pour ça que je pense que ça marchait bien chez lui. C'est parce qu'il était sérieux dans son projet, il avait réfléchi à l'avance, puis il mettait ses jalons les uns après les autres, il savait l'ordre des priorités. Et ça, j'avais beaucoup admiré chez lui. Mais du coup, son plan, c'était de faire des fleurs séchées pour des tisanes, récolter du millepertuis, faire des macérations, des trucs. Et du coup, il y avait du boulot pour tout le monde. C'était là où je voulais en venir. C'était que même si tu n'as pas envie de faire de la pelle pendant 5 heures, il y avait du boulot pour tout le monde et on pouvait tous amener dans la mesure de nos capacités.
Quand j'étais gamin, il y a des voisins, des personnes de ma famille qui se lançaient en bio à l'époque où le bio ça n'existait même pas. Ouais. Mais ils étaient déjà en bio. Ouais. Et une des filles du couple, pour se faire de l'argent de poche, elle avait un champ de fleurs. Ouais. Et en fait, elle faisait des brassées de fleurs comestibles. Ouais. Là, c'était pas du médicinal, c'est du comestible. Et Ouais. ensuite, elle est allée au marché avec ses parents. Ouais. Elle avait un énorme saladier rempli de fleurs. Et ça partait en 10 minutes. Excellent. Et mais elle se faisait défoncer son panier de fleurs. Ouais. Ça marchait hyper bien. Ouais. Et c'était super bon. Mais c'est marrant que tu rebondisses là-dessus parce qu'il y a tellement de petits trucs. On y reviendra sur le côté autonomie et puis autonomie financière aussi. Parce qu'on imagine souvent le maraîchage, la culture de légumes, la vente de légumes, éventuellement les animaux, voire même les gros animaux. Mais en fait, il y a tellement de petites manières de créer de la valeur et de créer une production et de créer aussi une production qui va pouvoir générer un revenu. Typiquement, je pense aux champignons, la culture de Le champignons. miel. En fait, en gros, dans un projet d'autonomie, il faut avoir une base, on va dire, je grossis, mais des patates, très simple à faire, Ouais. mais en gros qui vaut rien. Un kilo de patates, ça vaut quasiment rien. C'est clair. Et puis avoir quelques petits trucs, des fleurs, des champignons, du miel, un petit extra que font pas les voisins et qui a à forte valeur ajoutée. C'est ça. Ça, c'est un excellent plan. J'avais vu une vidéo où il parlait justement, il détaillait un peu ça. Il y a la culture de verre aussi. Parce que De verre de farine? Ouais, non, pas de verre de farine, de verre de compost. Ah d'accord. Parce que tu fais du vermicompost en fait, donc tu produis du compost, mais tu élèves aussi des vers. Et puis ces vers, déjà tu peux les revendre à d'autres personnes qui voudraient commencer du compost, mais ça peut aussi être utilisé comme un aliment pour la volaille. Ça peut aussi avoir d'autres Tu le sèches voies. ou tu mets ça directement? Non, tu peux le. Okay. Et ces verres de compost, c'est pas lombricomposteur? Si, c'est ceux-là. Okay. En fait, on dit lombricomposteur, mais c'est un biais de langage parce que ça sous-entendrait qu'on utilise des lombriques et on n'utilise pas les lombriques. On utilise les Eisenia foetida qui sont les vers de fumier, qui ne sont pas les mêmes vers que les lombriques. Mais on dit facilement lombricompost, mais c'est un biais de langage. Mais toujours est-il que la culture de verre, elle peut avoir plusieurs débouchés différents, dont du compost, des engrais liquides et la commercialisation de verre. Et même les escargots. Ça s'appelle l'illiciculture. Ah, c'est un nom un peu bizarre. Je suis plus sûr du terme. Mais ça, typiquement, c'est un produit à forte valeur ajoutée parce que les restaurants gastronomiques qui font des plats d'escargots, tu peux écouler ta production chez eux, puis ça se fait sur des surfaces extrêmement réduites. Oui, parce que tu peux les faire monter, c'est dans le dessert, ça ressemble à des trucs comme ça. Ouais, dans tous les sens. Exactement. Et puis ça ne demande pas beaucoup d'input pour faire fonctionner ton truc, il mange quelques feuilles de laitue. Enfin, je simplifie, hein, il y a quand même toute une gestion des trucs. Mais il y a plein de petites combines comme ça pour... Il y a quelques dizaines d'années, à la ferme dans laquelle je suis, ils avaient un élevage de visons. Ok. Ouais. Moi je pense que toutes les hypothèses, toutes les astuces sont bonnes à prendre parce qu'il y a une part où il y a de l'idéalisme, on aimerait faire le truc autonome et tout. Et puis il y a une part où... on doit s'inscrire dans le modèle financier actuel, d'une manière ou d'une autre. Je crois que c'est les Bec et Loin qui disaient, la source peut-être pas bonne, mais une grosse référence en France de permaculture disait que les projets qui fonctionnent le mieux, c'est les mecs qui savent utiliser Excel. Et il faut avoir l'idéologie, mais il faut avoir la tête sur les épaules puis te dire que ça doit fonctionner financièrement avant que ça puisse... la technique doit servir l'idéologie. Ouais. Sachant qu'on est dans une époque de transition, puis que le contexte environnement va peut-être évoluer, va peut-être nous ouvrir d'autres possibilités par la suite. C'est foncer dans le mur que de se dire qu'on va pouvoir ne pas prendre en compte ce qui nous entoure, mener notre truc dans notre coin à foncer comme ça, tête baissée. Et ce qui nous entoure nous impacte, va nous rattraper d'une manière ou d'une autre. Donc autant avoir les yeux en face des trous, regarder le truc en face et puis le prendre en compte. Ma foi, oui. Puis plein de petites solutions existent justement, comme on disait, ces petits élevages, des petites productions à valeur ajoutée. Typiquement, c'est des trucs intéressants. On a fait une sacrée digression. Oui. Pour revenir un petit peu à cette présentation de mon parcours, donc après une période de woofing, j'ai fait plus ou moins une année, ce qui m'avait le plus déçu en fait, c'était de ne voir que des petites portions de la saison chez les gens et de ne pas voir la saison complète. Et ça, c'était vraiment quelque chose, j'avais vraiment le goût d'essayer chez moi quelque chose pour mener le processus de A à Z. Et c'est ce que j'ai fait en rentrant, j'ai négocié avec mon papa, savoir si je pouvais utiliser cette parcelle où il y avait des moutons qui venaient les autres années. Il y a un voisin qui venait faucher aussi pour faire du foin pour ses chèvres. Et puis le deal, ça a été, je peux utiliser à bien plaire, sachant que si un jour je lâche tout, il faudra que je remette en place les choses telles que c'était avant.
Et puis moi j'étais là, j'étais hyper content, je me suis dit j'attaque. T'es vraiment parti du coup de zéro, c'était une prairie. C'était une prairie. Alors il y avait un verger qui était planté, il y avait déjà une haie parce que c'est en bordure de route. Puis du coup mes parents quand ils sont arrivés, ils ont tout de suite planté cette haie C'est la haie que t'as coupée pour faire du BFR. avec du Ok, BRF. d'accord. Ouais. BRF. Alors, on a taillé, hein, on n'a pas rasé la haie. C'était une coupe assez importante parce qu'effectivement, ça faisait depuis qu'elle avait été plantée, qu'elle n'avait jamais été taillée réellement. On avait juste fait la bordure pour que le bus scolaire puisse bien passer et que les arbres ne viennent pas trop sur la haie. Mais là, elle commençait à monter vraiment en hauteur. Elle faisait de l'ombre au verger, au potager aussi. Et puis, on s'était dit, on fait une grosse taille une fois. Comme ça, on n'a pas besoin de le refaire sur plusieurs années, voire même plus de 10 ans. Dans l'idée de le moins possible avoir une action sur cette zone, la laisser le plus possible intouchée. Même si, ma foi, voilà, on a quand même des contraintes extérieures qui font qu'il y a quand même de l'entretien à faire occasionnellement. Donc du coup, il y avait déjà ces 2-3 éléments, mais la partie potager, concrètement, c'était une prairie. Et puis, moi, je suis parti tel quel. J'ai continué à me renseigner, on va dire ça comme ça, plus que me former. Parce que finalement, j'ai beaucoup fonctionné par essai-erreur. C'est vrai que peut-être que ça m'aurait aidé d'avoir suivi une formation comme celle qu'on présente, toi et moi. Toujours est-il que voilà, j'ai pas pu mettre la main là-dessus quand j'ai commencé. Et puis ma foi, ça m'a pris en tout cas 4 ans pour réussir à sortir un petit peu la tête de l'eau puis à voir un petit peu où je me retrouvais. Donc ça prend du temps, mais c'est super riche. J'ai pu faire énormément d'essais, T'as d'erreurs. appris par l'expérience. Et pour moi, l'apprentissage empirique, il est super riche. Les bases théoriques à prendre, elles sont toujours bien. Je veux dire, en cours de route, moi j'ai fait le certificat de design en permaculture avec l'association qui sont des étudiants de l'Uni à Lausanne. C'est une association qui s'appelle l'Appel. Et eux, ils organisent ici, en Suisse, je sais qu'en France aussi, il y a plein d'endroits où on peut trouver ce genre de formation. Mais c'est cette formation de base, de référence pour la permaculture, qui... je ne sais plus le nombre d'heures exactement ce que c'est. Mais c'est sur 2 semaines, et puis c'est vraiment que du contenu théorique quasiment. Il y a un petit peu de pratique, un petit peu de conception à faire en pratique, mais c'est quand même très léger. Mais ça apporte plein de bases solides, et puis aussi de références, de bouquins, puis de connexions avec d'autres gens qui ont plus d'expérience, qui peuvent filer des astuces et tout. Je pense que si vous regardez cette formation, vous avez sûrement aussi dû tomber sur des images sur Pinterest ou bien des vidéos sur YouTube. Des trucs qui m'ont aussi inspiré, des trucs que j'ai trouvé complètement illogiques. Mais toujours est-il que j'ai un peu pioché à gauche, à droite les infos qui me manquaient pour réagir aussi un peu aux problèmes auxquels j'étais confronté. Et puis petit à petit, ça s'est stabilisé, tant sur le plan des cultures, où ça va de mieux en mieux, je commence à bien me rôder avec les conditions du lieu. Et puis aussi sur l'aspect financier, parce que le projet, il a forcément 2 pendants. Il a le pendant autonomie alimentaire, et puis il y a tout le côté autonomie financière du jardin. Et c'est vrai que ici, j'avais des grandes visées de faire du maraîchage commercial. Et puis j'ai commencé à faire ça. Mais le problème, c'est que je voulais aussi une autonomie alimentaire pour la famille. Et les deux, ils ne sont pas compatibles sur cette surface. J'ai dit 3000 m², il faut savoir sur ces 3000 m², donc il y a la maison, il y a un jardin privatif pour un des appartements, un deuxième petit jardin privatif pour l'autre appartement, il y a un verger, il y a des bordures de route qui ne sont pas forcément utilisées. En gros, concrètement, la surface que j'utilise vraiment en permaculture, elle fait entre 1000 et 1500 m². Ça suffit déjà un bon bout pour faire pousser plein de trucs. Et je suis vraiment hyper content d'avoir cette surface-là, je n'avais vraiment pas craché dessus. Par contre, pour faire du maraîchage commercial et en vivre, c'est complètement dérisoire. Je crois que la norme, c'est à peu près 1 hectare. C'est plus ou moins 1 hectare pour faire une micro-ferme. C'est la référence du Bec et Loin. Ensuite, il y a d'autres exemples. Je pense que si on a un peu plus, ça peut très bien fonctionner. Ça peut fonctionner aussi un peu moins. Mais ensuite, peut-être qu'il faudra partir avec des revenus complémentaires sur d'autres activités, peut-être de l'accueil ou d'autres choses. Avec 1500 m², je suis encore loin de l'hectare. Donc faire à la fois de la production pour la famille et pour la vente, c'était incompatible. En fait, tout ce que je faisais pousser ici, ça partait pour la vente. Et puis comme j'avais pas voulu faire un projet trop important au départ, en fait, il y a juste une petite bourgade plus bas dans la vallée où il y a 200-300 centres commerciaux, une petite place village. Enfin,
c'est plus gros qu'un village, je ne sais plus combien exactement il y a d'habitants, pas plus de 5000 en tout cas. C'est déjà plus grand qu'ici où on est 140 habitants, mais c'est pas encore une grande ville. Mais toujours est-il j'ai lancé avec l'aide de la municipalité là-bas un petit marché, c'était une fois par mois, rester modeste, hein, je voulais démarrer le truc, tester. Et puis la municipalité de Luçon, ils étaient intéressés, mais ils voulaient qu'il y ait d'autres personnes qui soient présentes aussi. Donc on a fait le tour des petits artisans, des petits producteurs de la région. Et puis on s'est regroupés du coup un samedi matin tous les mois pour faire un petit marché local à Luçon. Et puis ça a super bien fonctionné en fait. J'avais des trucs à vendre, alors c'était à petite échelle, je débutais, etc. Mais il y avait une petite clientèle. Le truc se passait relativement bien, sauf que il n'y avait pas assez pour la famille. Puis là, du coup, il y a eu un petit peu un choix qui s'est présenté, c'était de savoir si je louais un hectare. Je trouvais une manière d'avoir accès à un hectare. Il y a différentes contraintes. Mais moi, ce qui m'a le plus refroidi avec ça, c'était le côté emprisonnement que ça crée. C'est que dès le moment où on prend un contrat pour une location, puis qu'ensuite on fait un investissement pour installer l'infrastructure qu'il faut en maraîchage, hein, c'est-à-dire des serres professionnelles avec du chauffage, avec des systèmes d'irrigation, des locaux pour le stockage, etc., la transformation, les préparations, tout prend très vite une ampleur. C'est un piège dans lequel tombent beaucoup d'agriculteurs, hein. Ces 20-30 dernières années. Ça a des pour et des contre. J'ai pas vraiment envie de prendre parti là-dessus parce que je sais que j'ai des connaissances qui se sont lancées aussi sur ce modèle d'un hectare avec un investissement de départ. Si on a un projet qui est bien ficelé puis qu'on est sûr que c'est là-dedans qu'on veut se lancer, je pense que ça peut fonctionner. Maintenant, moi, c'est vrai que j'étais hésitant. J'étais pas sûr d'avoir envie de me donner corps et âme là-dedans, et puis j'avais peur de me dire ok, je me lance là-dedans pour 15-20 ans, est-ce que je vais pas le regretter puis me retrouver dans une situation où je serais vraiment emmerdé. Du coup j'ai un petit peu pesé le pour et le contre, puis en même temps il y a eu d'autres éléments qui se sont mis en place autour. Il y a une association locale qui s'appelle les Paysannes Vaudoises qui organise des cours principalement manuels sur de la vannerie, de la couture, de la cuisine, du travail sur bois, des petits trucs. Et puis ils m'ont contacté en me demandant si j'étais d'accord de faire un cours sur le jardinage en permaculture. Et ça m'a beaucoup intéressé, mais j'avais jamais donné de cours jusque-là. Et c'était une première super chouette expérience qui m'a donné envie de donner des cours ici au jardin pour les personnes que ça intéresse. Et puis c'est là qu'a commencé un peu ce revirement. J'ai arrêté de faire le marché à Luçon. J'ai encore alimenté un local de vente directe pendant une certaine période, mais de nouveau ce local c'était pas complètement approprié. Il y avait une clientèle qui était plutôt fluctuante, puis il y avait la question du stockage des produits qui se gâtaient assez vite, des invendus, etc. Du coup, j'ai arrêté aussi avec ce local. Ce que je continue à faire toujours par contre, c'est que je travaille avec une association qui vend des paniers de légumes. Ils ont un autre fournisseur qui est un peu plus loin, quelques villes plus loin. Et puis, le deal que j'ai avec eux, c'est qu'en fait, quand j'ai des grosses productions, que j'ai besoin de les écouler rapidement, eux, ils sont là, puis ils peuvent, en une semaine, ils ont un cercle de distribution, du coup, ils peuvent me prendre une grosse quantité d'un ou deux légumes, et puis, comme ça, je peux écouler des grosses cultures. Et du coup, ça, c'est comme ça que j'ai monté un peu mon système. C'est que j'ai gentiment orienté le jardin vers un jardin plutôt pédagogique, plutôt d'accueil, avec quand même une petite production qui part pour un circuit de distribution court et qui m'évite, moi, d'avoir besoin de mettre en place l'infrastructure justement de distribution et qui m'évite de le faire. Moi, je m'occupe uniquement de l'aspect production. Et puis, du coup, j'ai lancé ces cours avec les adultes. J'ai commencé à faire des accueils scolaires pour les classes des établissements environnants, des ateliers pour les enfants. Et puis, depuis le début de cette année 2022, une collaboration avec les centres sociaux aussi de la région pour faire des mesures individuelles pour les personnes qui sont en rupture sociale puis qui ont besoin de retrouver un petit peu de motivation, de faire quelque chose de leurs mains, de faire quelque chose de motivant aussi qui leur paraît cohérent avec les enjeux actuels. Et puis, ça fait partie un peu de mon modèle économique pour ce jardin, c'est de diminuer la production pour la vente, de manière à ne pas avoir besoin de m'agrandir, pas avoir besoin de m'endetter, mais par contre de pouvoir promouvoir ces techniques, de les partager le plus largement possible, et puis avoir, je l'espère, un impact positif sur la région, en accueillant des gens, en accueillant des enfants, en essayant de dynamiser, de promouvoir ce que je fais, de le partager le plus largement possible. Ce qui est intéressant, c'est que tu es parti avec
un terrain avec des avantages et des contraintes. Mhm. Et du coup, tu as essayé plusieurs trucs. Ouais. Tu as vu ce qui fonctionnait et tu es parti sur ce qui fonctionnait. Je trouve ça Ouais. assez intéressant. Et ce que j'aime beaucoup sur ton terrain, c'est que c'est à taille humaine. C'est ça. En fait, un gros problème, c'est quand on veut se former sur la permaculture, on a soit du coup des jardins partagés, mais souvent c'est que des bouts, puis c'est pas un vrai jardin global comme on peut avoir chez soi. Soit on part sur du maraîchage, et là, alors c'est pas hyper intéressant, parce que c'est des techniques qui sont pas du tout adaptées. Puis il y a du matériel, tu parles de serre chauffante. Moi en tout cas, j'ai pas les moyens de mettre une serre chauffante. Voilà. Donc ce qui est vraiment génial chez toi, c'est que quasiment tout peut être appliqué chez le particulier. Et c'est vraiment ce qui m'a plu. Moi, c'était vraiment un truc qui était ultra important pour moi, c'était de rester à cette échelle humaine. J'avais pas envie d'être dépendant de trucs qui me dépassent et pour lesquels je suis obligé de faire appel à des spécialistes, des fournisseurs, des producteurs extérieurs, etc. J'ai vraiment envie de rester dans cette logique de ce qui m'entoure ici au maximum. Je peux le réparer moi-même. Si j'ai un truc qui lâche, je peux le récupérer à gauche, à droite, le faire réparer chez un voisin ou autre. Je dis pas que je suis dans un idéal parfait. Hein. Là, on est dans la serre, il y a du plastique. Je suis dépendant de ce plastique pour avoir mes serres. Donc, il y a quand même des trucs où je tends à être le plus autonome possible, le plus résilient possible là-dessus. Mais il y a des trucs, ma foi, voilà, quand même. Un truc que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de récup. Ouais. Et tu vois qu'il y a plein de trucs où, regarde par exemple, à ta serre, tu as un type de bois là tu as un autre type de bois, tu en as encore un autre là-bas. Tu vois que ça vient pas de la même source. Là, je vois 4 types de bois différents. Et pourtant, tu as une serre qui tient, tu vois tes plantations, ça marche hyper bien. Qu'est-ce que tu peux donner comme astuce aux gens qui se disent ouais mais moi j'ai pas les moyens et en fait qui sont un peu bloqués dans je peux pas mettre 2000 balles dans une serre? Réfléchir à la taille déjà. Si on n'a pas plus que ça de moyens, peut-être qu'il ne faut pas imaginer qu'on va faire un truc de 50 ou 60 mètres carrés. Il y a toujours moyen de bricoler des trucs. On peut déjà faire de la récup avec Moi j'ai les déchetteries dans les environs. Je sais que pas toutes les déchetteries sont d'accord qu'on récupère des trucs. Maintenant, certaines sont quand même d'accord de le faire. Donc typiquement les bennes à bois dans les déchetteries, il y a souvent plein de choses à récupérer. Peut-être une petite erreur que j'ai pu faire moi, c'est typiquement là, on le voit peut-être pas, mais il y a du bois qui a été verni. C'est vrai que ça, si je pouvais revenir en arrière, peut-être que je récupérerais pas autant de bois qui a été soit peint, verni, ou des bois collés aussi, des bois agglomérés. Tout Ça c'est de la merde, hein, les bois agglomérés. Non, c'est pas bon. Avec l'humidité, ça se dégrade. Ça se dégrade très très vite. Ensuite, il y a la question de est-ce qu'on va traiter ou pas, vernir, lazurer, etc. Je suis en train d'expérimenter différentes choses. Là, j'ai fait des portes sur mon nouveau tunnel avec du bois brut. J'ai abattu l'arbre en forêt, je l'ai coupé en planches à la tronçonneuse. On a maintenant des machines aussi qui me permettent de raboter et tout. Alors bien sûr, il y a toute une infrastructure, effectivement. Mais toujours est-il que j'ai fait mes portes de mon nouveau tunnel avec un tronc qui pousse sur la petite parcelle de forêt qui était avec la maison en fait à la base. Et puis, plutôt que de le traiter, je l'ai brûlé avec un petit brûleur à gaz. Et puis le fait de brûler, ça c'est une technique qui J'aimerais bien essayer. C'est pas japonais ça? C'est japonais, ouais. Il me semble en tout cas. Mais toujours est-il que ça durcit le bois. C'est super esthétique. Et ça, c'est très joli. Et puis ça prolonge sa durée de vie. Et là c'est du sapin, donc c'est pas un bois qui est très très résistant à l'humidité de manière générale. Mais le fait de le brûler, ça m'a évité de lui mettre une couche d'un produit ou d'un autre qu'il aurait fallu répéter régulièrement pour que ça tienne. Hyper cher. Hein. Moi j'ai refait une partie de... Enfin bref, j'ai 2-3 dépendances, j'ai mis la lasure dessus, ça coûte un bras. Hein. Clairement. Je reviens sur, ça s'use quand même. Je reviens sur les décharges, quelques petites astuces sur un grand fan aussi, c'est une grosse source d'approvisionnement pour moi. En fait, quelques petites astuces si tu veux récupérer en décharge. Premièrement, c'est être sympa. C'est con à dire, mais si tu arrives et que tu te mets récupérer dans une benne, t'es sûr que le mec va te dire un truc. Donc premièrement, c'est être sympa. Et ça commence par déjà dire bonjour, trier tes déchets. Moi je fais super attention quand je suis arrivé dans mon petit village de poser des questions. Est-ce que ça se met bien à tel endroit? Il y a 2 types de plastique. Comme ça déjà le mec il voit que tu respectes. Ça c'est un premier truc. Ça c'est clair. Ensuite, demander si tu peux récupérer et expliquer pourquoi. Et moi c'est con mais je dis voilà, ça tombe bien, je suis en train de faire des étagères dans mon garage. Franchement le bois, j'ai regardé, c'est Jumbo en Suisse j'ai regardé le bois de Jumbo, c'est assez cher, ça serait parfait. Le gars il dit ouais bien sûr, c'est le 3e usage et puis il me le donne. Et du coup tu prends d'abord un petit bout de bois, ensuite tu reviens la fois d'après, tu récupères rien, puis ensuite une autre fois, puis tu récupères peut-être un peu plus. Et maintenant je demande même plus, j'y vais, je vais même dans la benne. J'hésite un peu, et non je m'en fous, je vais dans la benne, je récupère, je change la voiture. C'est valable à certains endroits, à d'autres ils veulent pas que tu ailles dans la benne. Mais il faut vraiment... Mais le côté progressif, ça je suis clairement d'accord. Et puis ça vient petit à petit aussi, moi je pense que la meilleure option
mais pour plein de choses en fait. C'est de se faire un petit peu un nid dans un coin, enfin dans une région, et puis de progressivement lier des contacts, nouer des contacts avec les gens qui Bah, t'entourent. un des Et mecs qui est à la puis, déchetterie, je l'ai vu la troisième fois, c'est un mec qui est chez les pompiers avec moi. ouais, Et j'avais commencé à créer la confiance. Je lui dis ah salut, ça va, c'est bien l'entraînement il y a pas longtemps. Et puis voilà, et ça y est, bon après c'est bon, t'as introduit. c'est ça. Donc c'est ça qui est Et important. puis ça permet clairement d'avoir peut-être accès à 2-3 trucs en plus à la déchetterie, mais aussi d'avoir peut-être un voisin, là typiquement, qui vient me dire ah bah attends là j'ai des palettes que je vais débarrasser, avant que je les bazarde, tu veux pas venir jeter un coup d'œil s'il y en a 2-3 qui t'intéressent. Alors ensuite, les palettes c'est chiant parce qu'il faut les désosser, les déclouer, etc. Ça peut prendre du temps, mais si on n'a rien, ma foi c'est toujours bon à prendre. Des fois, c'est pas des palettes, mais c'est un stock de vieux bois qui traîne. Je pense que les relations avec les gens qui nous entourent à proximité, elles peuvent être super riches en termes d'opportunités, de trucs. Et puis dans les deux sens, parce que les mêmes personnes, ensuite, elles vont te dire, ah bah là, moi j'ai un peu mal au dos, est-ce que tu viendrais pas me donner un coup de main pour désherber un petit peu la petite parcelle, ou on doit déménager un machin, on a besoin d'une 4e personne pour porter un truc. T'as peut-être pas d'argent, t'as du temps, et puis peut-être un petit peu plus de force physique ou d'autres capacités ou ressources à mettre pour le commun. Et finalement, il y a du donnant-donnant. Et je pense que ça, c'est peut-être le plus important là-dedans, Ça marche hyper bien. c'est de se dire, Ouais. je vais nouer des contacts avec les gens qui m'entourent. Et je pense que rien qu'à vraiment dans un très petit cercle, finalement, il y a déjà plein d'interactions mutuellement profitables qui peuvent se mettre en place. Entièrement d'accord. Puis D'ailleurs, ensuite, excuse-moi. vas-y, je Ensuite, hors des déchetteries, il y a les sites des petites annonces. C'est vrai qu'ici en Suisse, on a le marketplace de Facebook, mais je pense que ça, il doit fonctionner pareil partout. j'ai jamais été moi. C'est sur Anibis, ces petites annonces. Alors sur Anibis, c'est un peu le truc qui a bien fonctionné ces 10-15 dernières années. Là, le marketplace, il est quand même en train de prendre je suis un quasiment bon jamais sur ascendant Facebook, là-dessus. Ok. Moi maintenant, je vais sur les deux systématiquement. Des fois, tu trouves sur les deux sites les mêmes annonces, mais de plus en plus, je vois qu'il y a plus de choses sur le marketplace que sur Ok. Anibis. Mais toujours est-il que ces sites, des petites annonces, en France, il y a le Bon Coin. Si je Le me Bon Coin, si ça je marche dis pas extrêmement bien en France. Il y a quasiment plus que ça maintenant. du coup, ça c'est typiquement un bon truc. Tu mets bois à donner ou bois à récupérer, bois gratuit, ou même des fois c'est du bois qui est vendu pour moins cher. Ça peut toujours être Ou aussi même bon tu à prendre. débarrasses. Tu dis voilà, récupère bois. Et le mec il a un tas de bois, c'est dans sa grange depuis 10 ans, il en Voilà. fait rien. Tu viens et ça lui coûte rien, il décharge. Ouais. Il peut y avoir toutes sortes de cas de figure. Ensuite, selon ce qu'on a besoin comme bois, c'est vrai qu'à plein d'endroits pour les bordures de zones de culture, j'ai aussi utilisé du bois de feuillus, du massif, des troncs. Ça, c'est pas forcément facile de le récupérer non plus selon où on est, mais des fois, justement, il y a un voisin qui fait de l'abattage. Lui, c'est une charge pour lui de devoir payer pour débarrasser les trucs. Moi, je suis venu avec 2-3 amis, on débarrasse les machins à sa place, on les amène ici, et puis moi, j'ai de la ressource, enfin, j'ai des trucs à disposition du coup. Pareil pour les pierres ou autres. Il y a plein de choses qui sont des problèmes pour certains, mais qui peuvent être des ressources pour nous. Les voisins qui jettent leur herbe de tonte au jardin, moi l'herbe de tonte c'est une super richesse du moment qu'elle n'est pas traitée. Mais plutôt que de devoir payer pour aller la débarrasser, vous pouvez très bien vous adresser à vos voisins et puis leur dire moi je récupère 2-3 trucs, sélectionner un petit peu, pas prendre les trucs qui sont traités, mais de la ressource il y en a plein. Tu penses que tu as calculé le nombre de légumes que tu produis par an ici? Non, T'as jamais fait? non, pas Ok. encore. Et en termes d'autonomie, tu penses que tu en es où à peu près? Alors ça dépend des saisons en fait. C'est vrai que ce qui est compliqué avec la saisonnalité du terrain, donc ça veut dire qu'on a un hiver, c'est que on doit condenser la production de l'année sur une période. Et le challenge, ça va être d'avoir à manger toute l'année en condensant toute la production sur une période. Ce qui va impliquer du stockage en cave, des conserves, des transformations. Et puis c'est là où c'est le plus compliqué, c'est que en fait, c'est pas tant que ça de faire des transformations qui est compliqué. C'est de gérer le timing de il faut encore planter certains trucs qui vont pousser encore un petit moment, mais en même temps il ne faut pas oublier de récolter ça pour pas que ça se gâte. Si je récolte tout ça d'un seul coup, ça va me faire une pétée de boulot dedans pour faire de la transformation, faire des bocaux. Et là, il y a encore un petit peu un encombrement dans l'emploi du temps, surtout en automne, où d'un coup il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent. Et là, je suis en train de chercher à échelonner un petit peu mieux mes cultures et échelonner aussi les interventions, les travaux que je fais pour mieux m'y retrouver. Mais on va dire que entre mai et mi-septembre, là, je suis entre un bon 80% d'autonomie alimentaire, honnêtement. Ensuite,
En hiver, ça va dépendre des réserves que j'ai pu faire. Mais clairement en hiver, puis ensuite au début du printemps. Typiquement, le début du printemps, c'est la période la plus creuse. Le début de l'hiver, je peux encore tourner avec des réserves relativement fraîches, quelques conserves. Tu fais beaucoup de lacto aussi. Ouais, je fais des lactos, des conserves dans le sable, à la cave. Mais il y a tout plein de trucs, hein. Ensuite, il y a les rongeurs qui s'attaquent à des courges, parce que certaines courges, elles ont la peau plus fine, donc du coup, j'ai perdu toute une récolte de courges parce que j'avais pas pensé que les rongeurs, ils boufferaient la peau de ces courges-là, alors qu'ils l'ont jamais fait sur les autres courges que j'avais fait pousser avant. Du coup, il y a des trucs, il y a encore des adaptations à Tu faire. apprends. Ouais, C'est ça. Ouais. Mais du coup, en hiver, je pense que je dépasse pas les 50% d'autonomie alimentaire. Je vais te poser la question qui tue. Vas-y. Si tu devais repartir de zéro sur le terrain avec tes connaissances actuelles, Ouais. sur ton terrain, Ouais. qu'est-ce que tu ferais différemment? C'est quoi les gros trucs? Alors, avec les connaissances actuelles, clairement que je réfléchirais à toutes les constructions que j'ai faites, je les prévoirais plus durables. Typiquement, là, j'ai refait les portes, je les ai fait en bois plus épais, j'ai brûlé le bois, j'ai pris beaucoup plus de temps, j'ai peut-être mis un peu plus de moyens, mais je l'ai moins fait à l'arrache. C'est vrai que quand j'ai commencé, j'avais rien, et puis il y a un voisin qui jette ses planches vernies, rien n'affiche. Je les récupère, je les utilise. Et puis je me mords les doigts après parce que je vois que la peinture elle s'écaille, que je dois ramasser les petits morceaux, puis que je les ramasse pas tous, puis ça me plombe le moral de me dire que je fais attention à mon sol, puis qu'il y a des bouts de vernis qui tombent dedans. Ça c'est clairement des trucs, je me méfierais plus. Puis là, typiquement ici aussi, on a un exemple, là j'ai le bas des Il a attaqué. les poutres qui pourrissent, mais ça c'est parce qu'à un moment donné j'ai surélevé ces cultures, ce que j'aurais pas dû faire, et puis ça a enseveli les pieds. Il y a beaucoup de petits trucs, je réfléchirais à ce qui soit plus durable. Quitte à mettre de l'effort pour construire une serre, pour construire une bordure de sentier, un muret de soutènement, il y a des trucs où je les ferais plus durables. Tu irais plus lentement en faisant les choses plus durables? Ouais, je pense que ça m'aurait pris plus de temps à mettre en place. Et c'était un peu ça. Le truc, c'est que quand je commençais, j'avais pas le temps pour mettre en place. J'avais envie que tout aille très vite et puis que tout soit mis en place le plus rapidement possible pour pouvoir commencer. Et j'avais peut-être pas suffisamment pondéré l'aspect de ça va subir le passage du temps et puis ça va se dégrader et en fait ça va me faire une surcharge de travail au moment où je vais devoir me dire bon maintenant il faut que j'étaye tout le toit, que je change tous les poteaux, que je refasse les ancrages et que je les retraite d'une manière ou d'une autre. Puis surtout que voilà, c'est des poteaux, c'est pas de nouveau, c'est pas facile à les trouver, etc. Tout ça, si je l'avais pondéré peut-être avant, j'aurais fait les choses plus tranquillement et en les réfléchissant plus durables sur le long terme. Ensuite, au niveau des cultures, il y a un truc que je suis en train de changer beaucoup, c'est que j'avais commencé à faire beaucoup de cultures surélevées pour plusieurs raisons. Et puis c'est un truc qui n'a pas fonctionné pour moi ici. Et du coup, je reviens en arrière. Ouais, en fait, je voulais surélever parce que j'ai les canards. Puis les canards, ils me posaient pas mal d'interrogations sur comment protéger les cultures des canards. Il me semblait que l'idée de surélever la culture, du coup, ça faisait qu'elle était inaccessible aux canards. Ce qui fonctionne si tu as un mur bien plat en planche sur lequel ils ne peuvent pas grimper. Mais si tu le fais avec des bûches empilées, forcément, ça donne des appuis pour les canards, puis ils arrivent quand même à grimper dedans. Puis le truc aussi que j'avais mal calculé, c'est la quantité de sable dans mon sol qui est très drainant. Et du coup, plus je surélève, plus on obtient un sol qui est drainant. Et du coup, j'avais des zones de culture qui séchaient très vite, qui n'étaient pas résistantes aux canards, et qui en plus de ça étaient des abris pour les mulots. Du coup... tiens, tu me fais une transition sur les canards. Ouais. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est assez peu utilisé, en tout cas les canards. En tout cas, moi, je comptais pas du tout en faire et tu as réussi à me convaincre. Ouais. Je suis en train de regarder comment je peux mettre ça sur mon terrain. Ouais. Tu peux nous parler un petit peu des canards et surtout leur intérêt? Alors l'intérêt de base pour moi des canards, c'est qu'ils mangent les limaces. Et c'est vrai que je parlais des trucs qui peuvent nous revenir un petit peu en travers de la figure quand on commence à jardiner au naturel. Typiquement, on a facilement un déséquilibre avec les limaces. Et le temps que les prédateurs des limaces s'installent concrètement sur notre terrain, les limaces, elles ont le temps sur plusieurs années de faire des ravages conséquents sur nos cultures. Puis ça peut clairement être un problème. Alors moi, le premier intérêt des canards, c'était qu'ils mangent les limaces et que je puisse continuer d'utiliser mes couvertures de sol comme je le faisais et puis que je puisse compter sur le fait que si je plante une salade, il y a quand même une chance qu'elle pousse. Je ne dis pas que j'ai 100% de chance que la salade pousse, je prévois quand même des salades de rechange à remplacer si jamais il y en a qui se font bouffer. Il n'y a pas que les limaces, il y a d'autres ravageurs qui peuvent aussi leur nuire. Toujours est-il que c'était vraiment dans un but de protection. Maintenant, il y a tout plein de trucs qui se sont rajoutés et que je trouve vraiment chouette. Déjà, c'est des producteurs d'œufs. J'en ai trouvé un en plein milieu du... juste avant. C'est parce que j'ai une canne qui est flemmarde et puis elle suit le groupe, puis elle a la flemme de retourner jusqu'à la canardière pour pondre. Donc ils font des œufs. Du coup, ça fait un truc en plus de l'autonomie alimentaire.
Et puis, il y a tout l'aspect de la compagnie aussi. Moi, je suis souvent seul sur le terrain. C'est des animaux qui sont conviviaux. Ils viennent, quand tu es en train de gratter un peu la terre, ils viennent farfouiller vers toi. Tu les entends, ils cancanent à gauche, à droite, ils vadrouillent. D'un coup, tu les vois passer, ils vont dans l'eau. Puis quand il y a des Je trouve gens qui que- passent, ils regardent tous les canards. Ouais, C'est un peu devenu les mascottes de ton jardin, j'ai ils regardent l'impression. souvent, ouais, Ouais. c'est clair. Moi, je trouve que ça a ses avantages là aussi. Ensuite, on peut les manger, hein. La chair de canard, elle est excellente. Pour l'instant, moi-même, j'en ai pas encore mangé. C'est vrai que je suis un petit peu encore en souci avec l'histoire de grippe aviaire. Je sais pas trop si mon élevage est sain à 100%. Je débute complètement là-dedans. Les canards, je les ai pris à partir de la 2e année, donc ça fait seulement 5 ans que je travaille avec. Pour l'instant, ce qui m'a beaucoup occupé, c'était déjà de réussir à les faire cohabiter bien avec les légumes. Parce qu'ils mangent les légumes feuilles, ils mangent certaines fleurs, typiquement les fleurs de fabacées, les fleurs de petits pois, de haricots, de fèves. Ok. Ils bouffent les fleurs, et si t'as pas de fleurs, ensuite t'as pas Uniquement les fleurs. de gousse. Non, je les ai peut-être vus manger 1 ou 2 feuilles, mais pas Ok, non, mais c'est vraiment marrant, principal. j'ai jamais entendu ça. Ok. Ils mangent les fleurs, enfin en tout cas, les miens. Parce que moi je pense qu'il y a des caractères spécifiques aux animaux ensuite. Hein. Peut-être que je peux avoir des nouveaux canards l'année prochaine qui mangeront jamais les fleurs de fabacées. Mais va savoir, moi je les ai observés faire ça. Ils mangent aussi les petites baies, les petits fruits, voire même les petites tomates. Ils arrivent à se nourrir de quand même tout un panel de trucs du potager que je préférerais garder pour moi. Bref. Du coup, je me suis pas mal occupé de comment réussir à cloisonner potager et canards tout en laissant les canards circuler pour qu'ils continuent de me protéger des limaces. Et puis pour ce qui est de la consommation de viande, on n'est pas des gros consommateurs de viande, donc pour l'instant on ne mange pas non plus nos canards pour le moment. C'est vrai que les prédateurs naturels comme le renard ou les rapaces font déjà une partie du boulot de régulation. Ensuite, j'ai des connaissances qui sont intéressées à prendre des canards de temps en temps, des amis qui se lancent justement dans des petits jardins, qui sont super intéressés à pouvoir protéger aussi leur terrain des limaces. Et puis finalement, je pense qu'il y a bien assez de partage à faire avec ces animaux avant d'avoir besoin forcément de les réguler en les mangeant. Mais ensuite, libre à chacun. Mais voilà un peu pour les intérêts des canards. Et avec tes années d'expérience en permaculture, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui se lance, qui a un bout de terrain comme toi, 1000 mètres, 500 mètres carrés tu lui conseillerais de commencer par quoi? On dit qu'il faut passer la première année à observer. Je pense qu'il y a du vrai là-dedans, il y a beaucoup de choses à observer. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est vraiment le contenu de plein d'autres vidéos. Mais je pense qu'il faut prendre du temps dans un premier temps pour observer ce qui se passe autour et puis bien réfléchir à ce que soit on veut, ce que nous on veut. Et puis en parallèle de ça, ouvrir une petite parcelle et puis commencer à faire des expériences. Si on n'a jamais fait pousser de légumes, je pense que ça c'est super intéressant. Ne serait-ce que pour savoir quelle taille une laitue elle prend concrètement, ou un chou. En supermarché, on achète des choux-fleurs, des brocolis, c'est juste la tête, le bourgeon ou la boule. On ne se rend pas bien compte de la taille du plant. Donc peut-être essayer de faire pousser déjà des légumes pour se rendre compte un peu de comment ils se comportent, quelle taille ils prennent, avant même de parler de quels besoins ils ont, mais juste vraiment strictement au terme de l'apparence du légume, puis aussi de qu'est-ce qui peut se passer. Genre d'un coup, ils peuvent se faire bouffer par des limaces, ok, mais ils peuvent se faire bouffer par des rongeurs, et il peut y avoir toutes sortes de cas de figure qui fait que le légume pousse pas, ou alors qu'il pousse pas de la manière dont on s'y attendait. Le radis qui prend une gelée alors qu'il était en train de commencer à faire le tubercule, finalement il stresse, et puis le phénomène de stress de la plante, ça fait qu'elle provoque la montée en fleurs. Le but de la plante, c'est de se reproduire, donc elle veut faire une fleur puis des graines pour pouvoir perpétuer sa descendance. Donc en fait, s'il y a un coup de stress, typiquement un coup de gel, la plante, elle déclenche ce processus, elle arrête complètement de faire la partie qui nous intéresse dans le radis, elle fait une tige, la racine, elle devient fibreuse, immangeable, et puis c'est intéressant de voir la floraison d'un radis, parce que selon comment, ça peut vraiment devenir énorme. Nous, on mange un truc qui le fait... tubercule, en gros, c'est les réserves pour la fleur. C'est ça. Mais nous, on mange juste le tubercule, et en fait, la floraison d'un radis, elle peut être vraiment énorme. Et du coup, tout ça, moi je pense que c'est vraiment intéressant de l'expérimenter dans un premier temps. Je parle de la forme, la taille des légumes, mais il y a plein d'autres trucs qui vont venir aussi en expérimentant. Mais on observe de manière générale, on clarifie un peu soit qu'est-ce qu'on veut, et puis on fait vraiment à petite échelle, genre 2 carrés, 3 carrés, peut-être plus si on est plusieurs, hein, mais si on est tout seul, je vais vraiment commencer avec quelques mètres carrés, juste pour essayer de planter déjà 2-3 petits trucs. Et puis ça, la première année, ça va nous donner tout plein déjà des bonnes bases, pour ensuite se dire, ok, maintenant j'ai toutes ces données-là, la deuxième année, je vais peut-être mettre plus de moyens,
Une chose aussi, c'est peut-être se dire, ok, bah, la première année, je teste un petit peu, puis l'automne, à la fin de la première année, là, il faudrait que j'aille pris une décision. Parce que l'automne, c'est un moment quand même assez clé dans la mise en place d'un jardin. C'est là où on va pouvoir mettre en place des choses qui vont vraiment nous faciliter la vie pour le démarrage au printemps. Si la première année, on reste dans un truc assez raisonnable, assez modeste, c'est dans l'idée d'avoir, à la fin de la première année, à l'automne de la fin de la première année, pris une décision concrète sur ok, pour l'année prochaine, je veux lancer tout ça. Et puis avoir réfléchi à combien de personnes il va falloir que j'invite pour me donner des coups de main pour les gros travaux. Ou est-ce qu'il va falloir que je loue une machine ou comme ça. Qu'est-ce qu'il va me falloir comme matériel? Où est-ce que je vais me le procurer? Peut-être que pendant toute la première année, justement, on peut travailler à récupérer du matériel, à chercher des filons, des contacts qui pourraient peut-être nous aider à obtenir des trucs qui nous manquent, etc. Moi, je pense que à mon avis, ça devrait être l'objectif de la première année. Et puis, ça permet vraiment de poser des bonnes bases pour attaquer quelque chose de concret. Parce qu'il y a vraiment cette notion, tu disais tout à l'heure, les projets qui aboutissent, c'est ceux où il y a cette notion de pragmatisme, elle est indispensable. Il faut avoir calculé comment ça va se passer sur le plan financier, si on a dû lâcher certaines choses pour commencer le potager. Il va falloir regarder droit dans les yeux le fait que peut-être qu'on ne va pas atteindre notre autonomie alimentaire dès le début. Et puis peut-être qu'on l'atteindra peut-être même pas au bout de 5 ou 10 ans, et qu'il va falloir quand même compléter, etc. Il faut y aller très progressivement. Parce que le meilleur moyen de se foirer, c'est vouloir aller trop tout de suite. La première année, moi j'ai juste foutu des patates. Bah, on en avait vu quand on avait creusé. Et je me suis dit, je suis sûr, ils vont se faire défoncer par les ratopes. Ouais. Aucune n'a été attaquée. Ouais. Comme ça, je sais que j'ai pas besoin de grillage pour les patates. Ouais. Ensuite, il y a des trucs, ça peut être piège. Parce que c'est pas impossible que la première année de culture de patates les aille attirés en mode ici, il y a des trucs à manger. Mais bon, on va pas peindre le diable sur la muraille. Alors, du coup, dernière question pour conclure l'interview, c'est quand même un petit moment qu'on parle. Ouais. Tu vises quel niveau d'autonomie alimentaire et c'est quoi ta philosophie là-dessus? Ou d'autonomie au sens large? Ouais, c'est vrai que je pense plutôt parler d'autonomie au sens large. Moi, je pense qu'avec mes deux bras et mes deux mains, je peux difficilement viser plus que 60-70% d'autonomie totale. Maintenant, il y a des périodes où il y a des domaines où je vais peut-être avoir un petit peu plus d'autonomie. Bah, typiquement en été, il y a tellement de légumes, ça foisonne. Là, j'ai presque plus besoin d'acheter de légumes. Quand je dis presque, c'est que ce qu'on achète quand même à côté, c'est plus du superflu. Pour se faire plaisir, tout c'est simplement. ça. Si on était vraiment dans une logique ultra autonome, on pourrait se contenter de ce qu'il y a sur le terrain pendant une bonne partie de l'année. Maintenant, il y a plein de trucs, je parlais du plastique, des serres, c'est vrai qu'il y a plein de trucs où je ne suis pas autonome, dans le sens que ce plastique, je ne le fais pas moi-même. Maintenant, je sais que j'ai une saison de culture qui est relativement courte quand même, on n'est pas au-dessus de 1000 mètres, mais on est à 760 ici. Il y a des hivers qui sont plus rigoureux que d'autres. Typiquement, là, on est début avril et puis on se prend des gelées à -4 en travers de la figure. Typiquement, là, mes fruitiers, la plupart des arbres à noyaux, ils vont produire en tout cas moitié moins que d'habitude, si ce n'est encore moins. Ça dépendra de la quantité de fleurs qui vont refleurir après ces gelées-ci. Parce que celles qui ont ne serait-ce que commencé à ouvrir le bourgeon, c'est quasiment sûr qu'elles sont cuites. Donc typiquement dans ces conditions-là, et particulièrement sur le plan des légumes, si j'ai pas des couverts, des serres ou des protections, je vais diminuer mon autonomie alimentaire. Je vais raccourcir encore la période d'autonomie. Et du coup, c'est le compromis que je fais, et typiquement avec ce plastique. Je profite au passage pour dire que c'est un plastique de serre. Ça vaut la peine d'acheter ce type de plastique auprès de marchands qui sont spécialisés dans la fabrication de tunnels de serre, de serre en tout genre. Il est garanti 10 ans, contrairement à des trucs qu'on pourrait trouver dans des magasins de bricolage qui sont plutôt voués à protéger le sol quand on fait de la peinture. C'est pas la même qualité de plastique et le gros problème c'est que ça dure 1 année, 2 ans, puis ensuite il se durcit et il craquelle. Et en milliards de petits morceaux pas très pratique à gérer dans le potager. D'où l'intérêt d'acheter un plastique peut-être un poil plus cher, encore qu'il n'est pas non plus prohibitif. Mais ça permet de se dire je ne gaspille pas non plus du plastique à devoir en racheter tous les 2 ans. Là, cette serre-là, elle a bientôt 10 ans. Il y a les premiers signes au niveau du fait de plastique qui faiblit un petit peu, mais elle a pris de la grêle, des grosses quantités de neige, le gel, le dégel, le soleil, etc. Ça tient vraiment bien. Donc, pour ce qui est de l'autonomie, ce que moi j'en pense, c'est que c'est difficile
soit tout seul d'atteindre un 100% d'autonomie. Et puis là, même on vire dans quelque chose qui se définit plus par de l'autarcie finalement. En fait, être 100% autonome, c'est te couper du reste du monde. En C'est fait. ça. C'est ça. Et là, on perd cette logique que moi j'apprécie beaucoup au jardin, c'est la notion de diversité, complémentarité. On est multiples et on est complémentaires. Et du coup, on parlait de la récup tout à l'heure, des gens à petite échelle, à proximité. Moi, je pense que ça vaut vraiment la peine de construire son autonomie, non pas juste sur ses deux bras, ses deux mains, mais sur les gens qui nous entourent. Les gens à proximité, je pense à proximité pas de voie, mais de distance de marche, par exemple. La marche à pied, c'est une bonne unité de référence. Si tu peux aller voir les gens autour de chez toi à pied, c'est que c'est avec eux qu'il faut que tu travailles. Mais je pense que c'est mieux de viser une autonomie en complémentarité avec ses voisins et miser sur le fait que les voisins vont également tendre vers une autonomie et peut-être les sensibiliser à ça. Et même si c'est le début, je veux dire, il y a des trucs, pour moi l'autonomie totale, même à l'échelle d'un village, c'est une étape 10. Et ça vaut pas la peine d'essayer d'atteindre l'étape 10 si actuellement tu es à la 1. Et puis ma foi, voilà, l'étape 1, c'est tu commences des petites relations d'entraide et puis pour certains trucs ciblés. Puis peut-être que dans 3 ans, les trucs ciblés ils se sont un petit peu élargis, puis tu as certaines personnes, peut-être pas toutes, mais tu as peut-être 4-5 personnes autour de toi avec qui tu échanges fréquemment plein de trucs. Et puis ça commence à prendre un petit peu, puis progressivement tu vas vers cette étape 10. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose? Moi je trouve qu'on a fait un bon Ok, petit on tour a fait d'horizon un déjà. bon tour, ouais. Avec pas mal de digressions, mais c'est ça l'intérêt. Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps. Ça fait vraiment plaisir d'être là. Mais Je vais incruster plein de plans de ton jardin à fur et à mesure de l'interview, comme ça, on verra un petit peu plus et on ne sera pas limité dans cette serre. ouais, et puis on verra aussi au fur et à mesure de la saison un peu l'évolution du jardin. Moi je pense C'est que ça va être riche. Merci beaucoup pour ton temps. Avec plaisir.